Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Vous êtes bien mardi et vous êtes sur votre chaîne. Alors ce soir, une fois de plus, nous allons nous attarder sur l'occulte de la méditation face à une pandémie. C'est un titre que vous connaissez déjà, mais nous avons un angle tout à fait différent, ou alors la suite de ce que nous avons commencé l'édition précédente. Je vais laisser le soin au professeur Emmanuel Glipote qui m'accompagne de nous donner l'angle sous lequel nous allons nous entretenir ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Laura Gat. Nous allons parler de la mystique de la médecine traditionnelle à l'ère d'une pandémie. C'est une suite à ce que, comme tu disais, on avait proposé dernièrement comme titre. Et puis, en deuxième partie, il sera question de métaphysique, de la métaphysique et le discernement. Voilà. Vous l'avez compris, nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr, avec votre chronique que vous allez avoir en deux parties. Vous aurez également la réflexion de ce soir et la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant des messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors, si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique de ce soir. L'occulte de la méditation face à une pandémie. 32e partie. La mystique de la médecine traditionnelle à l'ère de la pandémie suite. Revenons au sous-titre de la dernière fois pour dire que s'il y a question d'une pandémie vraie ou faux, le phénomène de la maladie qui fait la une de l'actualité politico-médicale depuis plusieurs mois déjà est déplorable. Une maladie qui aurait malheureusement un côté occulte qu'on n'en fait pas allusion. Pourtant, ce côté cache un tourment qui est totalement ignoré par tous, surtout les scientifiques de la médecine officielle à plus d'un titre, au point à les interpeller particulièrement, ainsi que leurs amis de la haute classe étatique. Il est question de franchir le Rubicon des barrières intellectuelles érigées à la base par cette sorte de science parce que ces recherches aux origines erronées, modélées par un passé où tout est essentiellement limité sur la matérialité de la vie. Pourtant, ne s'agissant que d'un concept qui a été officialisé et qui a officialisé en même temps l'ignorance. L'ignorance est finalement devenue la mère des péchés scientifiques, rejoignant sa sœur, la constipation, elle étant la mère des maladies. Autrement dit, celui qui voit le contraire en ces assertions doit bénéficier de l'excuse, car ce dernier serait tombé lui-même dans le labyrinthe de cet immense océan de l'incompréhension, outre cette ignorance dont il est question. Le réel enjeu occulte de la dualité est la conséquence du croisement des pôles positifs et négatifs en même temps. Il va sans dire qu'on dise qu'il est normal de se demander pourquoi coronavirus tarde-t-il à reculer. Ou alors pourquoi la science dite moderne n'arrive toujours pas à savoir quand et comment viennent des épidémies et n'est toujours pas à même de les faire partir. La maladie comme telle peut continuer à faire des victimes dans ces pays dits développés, élevant ainsi leur impuissance. Le phénomène primordial serait la double dimension de l'homme de par la constitution occulte de son corps. Elle doit être mieux étudiée avant toute prise en charge. Pas question de vouloir soigner simplement le corps comme s'il s'agissait d'un moteur inerte, empêchant à ce que les cellules ne puissent s'exprimer. Or, le corps de tout un chacun cache des mystères insoupçonnés, particulièrement au niveau de ses cellules. On doit tout faire pour que l'ignorance puisse cesser dans le milieu médical, toutes tendances confondues. Et que le fait qu'entre Dieu et vous, il n'y a pas d'intermédiaire, pourquoi ne pas vous cultiver au mieux, pour vous rendre capable de vous prendre en charge dans tous les cas. Cela doit se faire par l'envie d'étudier profondément qui êtes-vous à travers une détermination de connaître
D'où venez-vous? Pourquoi êtes-vous là? Quelle est votre mission et où irez-vous après cette existence? La réponse à toutes ces questions met à la touche tout le déploiement des recherches menées dans des laboratoires classiques. Ces lieux où on cherche à tout palper, à tangibiliser le réel. Malheureusement, sans se mettre mordicus à son école. Sans doute une grippe, pas comme les autres, c'est-à-dire une grippe de plus pour cette Europe qui, regrettablement, n'empêche pas qu'elle soit fière de ses normes médicales dans une arrogance qui fait qu'elle vante la grandeur de sa médecine, alors qu'au finish, d'année en année, celle-ci ne fait rien de bon pour que cette Europe cesse de pleurer ses morts en tout temps, s'embourbant très régulièrement dans les vagues de grippe interminables. Elle devrait être déjà habituée à ces grippes au point de ne point avoir peur. Alors, devant tous les discours médiatiques, n'est-on pas en droit de se demander s'il s'agit d'une farce, un faire-semblant par rapport à cette grippe très médiatiquement contagieuse que vraie? Car la manière que les langues de certains professeurs de médecine se délient déjà, en critiquant même leur gouvernement, laisse croire qu'il s'agit d'un scénario, d'un film incompréhensible. Métaphysiquement, en décryptant les méandres de coronavirus, outre un virus qui provoquerait un mal respiratoire, pourtant mieux connu depuis toujours par les infectiologues de notre époque, cela retient négativement notre attention. Au fond, il nous revient de constater que la mystique de la médecine traditionnelle à l'ère de cette stratégie humanitaire voudrait que les habitants de notre planète comprennent une chose, que nos sciences, pour avoir à se matérialiser, se sont éloignées de la spiritualité, ce qui provoque l'égarement par manque de connaissance des lois de la nature, bien que c'est elles qui aboutissent à la connaissance de Dieu pour du vrai. Résultat, il n'est que logique qu'une petite grippe fasse bouger toute notre planète en cause et dégâts sous le prisme de la propagande médiatique de la mort, perpétrant quotidiennement en toute inconscience la destruction de multitudes de vies humaines. Alors, professeur, on revient une fois de plus sur la mystique de la médecine traditionnelle à l'ère de la pandémie. Et dans votre chronique, celle que vous venez de nous servir, on fait allusion à des méandres de cette médecine traditionnelle selon la métaphysique. Alors, quand on entre dans la métaphysique, qu'est-ce qu'il ressort des méandres du coronavirus, mais aussi de la médecine traditionnelle? La médecine traditionnelle est directement liée aux besoins du corps, c'est-à-dire dans la médecine traditionnelle, il y a la diététique traditionnelle. Dans la médecine traditionnelle, il y a l'utilisation des moyens naturels pour pouvoir donner la chance naturellement aux cellules mieux s'exprimer afin que toute l'expression de ces cellules-là puisse faire en sorte que le thérapeute qui travaille scientifiquement à travers cette médecine apporte toutes les réponses aux cellules, les réponses nécessaires aux cellules, afin que les cellules ne continuent plus à se plaindre. Parce que la maladie, c'est les plaintes des cellules, soit la plainte d'un groupe de cellules, soit les plaintes multiformes des cellules. Parce que pour une maladie aiguë, on peut bien parler des plaintes d'une cellule ou bien d'un groupe de cellules ou d'un organe. Dans les organes, il y a les cellules. Nous l'avons toujours dit, la cellule donne naissance aux tissus, les tissus forment les organes, donc tout cela c'est pareil au même. Alors donc on a les possibilités à travers la médecine traditionnelle qui, elle, peut être appelée naturopathie, médecine douce, médecine alternative et tout, pour le peu que cette médecine n'utilise pas des agents antipathogènes.
hein, cette médecine, elle est naturelle. Alors tout ce qui est naturel se conforme à la vie. Et là, ici, on peut dire que sans être religieux ou sans être pratiquant, fervent, croyant de quelque chose, de ce que la colonisation, tant occidentale qu'arabe, nous a apporté en Afrique, nous, on a toujours eu à craindre Dieu et à travailler selon la volonté des forces de la nature, des lois de la nature. Voilà à peu près la substance de la chose de la médecine traditionnelle telle que je peux bien en sortir ces quelques éléments pour essayer de répondre à ta question. Alors professeur, tout à l'heure vous parlez de la médecine traditionnelle comme étant celle-là qui nous donne tout ce qui est naturel en termes de produits, pour parler à ce qu'on peut appeler maladie. Mais quelque part aussi vous parlez des lois de la vie. Je suppose que cela renvoie aux lois de la nature. Tout à fait. Alors, quand on va dans une forêt, on prend peut-être les arbres, on coupe les arbres ou les feuilles ou les écorces. Est-ce qu'à ce moment-là, on n'est pas en train d'enfreindre la loi de la nature qui voudra qu'on puisse laisser tout le monde s'exprimer? Alors, nous sommes dans une situation où cette question-là pose beaucoup de difficultés à répondre. Mais au-delà de la logique individuelle, qui voudrait que elle fasse qu'elle recule face à la logique universelle, même les plantes n'auraient pas besoin de se voir maltraiter par qui que ce soit pour quelque cause que ce soit. Alors, mais ce qui est vrai, c'est que il y a une intelligence qui doit être utilisée, qui doit aller dans le sens à communier avec les plantes. Alors là, je reviens dans l'ancien temps. Pour écorcher ou pour enlever les écorches d'un arbre, on faisait une cérémonie qui consistait à demander pardon à l'arbre de donner son avis ou d'accepter qu'on prenne de ses écorces. Ce n'était pas la période de vente des écorces étalées à même le sol ou dans un coin de la rue, simplement parce qu'on est à la recherche d'argent, on part couper les écorces n'importe comment. Non. La cérémonie consistait à faire quelques tours autour de l'arbre et parler à l'arbre afin de cueillir de ses écorces. Et là, on le faisait avec beaucoup de considération vis-à-vis de l'arbre. Pour ce qui était de l'herboristerie, c'est-à-dire des plantes, du moins des herbes, on ne les cueillait pas n'importe comment. On savait que quand on va cueillir telle partie de l'herbe, ça va permettre à l'herbe, à la plante de s'épanouir. Donc, c'était fait avec beaucoup de respect à l'égard des autres créatures, qui sont ces créatures du monde végétal. Donc, ta question est extrêmement importante, parce que c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les vendeurs de poudre ont besoin des écorces, réaliser des poudres, et allant même jusqu'aux produits améliorés, comme l'OMS demande à ce que tout le monde devienne commerçant des choses, n'importe quoi, en faisant des gélules où on va insérer ces poudres-là dans les capsules et les gens vont boire. Alors que ça produise quelque chose de bon ou pas, que ça ressemble aux médicaments, que bon, quand vous prenez des gélules, ça vous fait d'abord le mal d'estomac, avant que l'estomac ne puisse prendre l'habitude de ces gélules, que ça soit n'importe comment, pourvu que le produit soit vendu. Alors donc, du point de vue métaphysique, il est critiquable de penser que du monde minéral, en passant par le monde végétal jusqu'au monde animal, l'homme a le droit à ces mondes-là. Ça ressemble un peu comme l'homme d'avant, noir de peau,
étaient traités comme les bêtes, comme de la bétail, hein, les bêtes de somme. Des images très horribles à présenter parce que souvent je les manipule comme ça, je dis est-ce que ça on peut présenter ça à une de nos réflexions pour que les gens voient jusqu'à quel niveau de cruauté et d'animosité ceux qui prétendent aujourd'hui donner des leçons dans le monde entier comme quoi sont pourvoyeurs d'une science, sont pourvoyeurs c'est pas moi quoi, ce que faisaient leurs ancêtres et que eux-mêmes ne sont pas loin de ça parce que la vaccination c'est la maltraitance des peuples partant de leur propre peuple. Parce que qu'est-ce que c'est que vacciner quelqu'un qui n'a pas bénéficié d'un test de taux de son immunité pour voir s'il a besoin de cette autre immunité artificielle, si jamais c'est nécessaire. Donc il y a une certaine forme de fonctionnement de l'homme, que ce soit dans le traitement des maladies, du point de vue traditionnel, que ce soit dans le traitement de maladies, du point de vue classique, il y a des choses à revoir. C'est pourquoi il faut aujourd'hui que les gens prennent conscience, parce que nous ne pouvons pas aller des millénaires en millénaires, de siècle en siècle, pour un monde d'unicité, c'est-à-dire pour un monde où on parle de village planétaire, et que l'aspect réflexionnel qui va vers une intelligence, comment améliorer les conditions de vie, comment donner la paix à soi, parce que la paix par rapport à soi-même commence par la paix qui fait en sorte qu'on ne soit plus malade. On ne peut pas être malade et être en paix. Et on ne peut pas boire les médicaments et dire qu'on a de la paix. Non. Et les gens qui sont des pourvoyeurs de médicaments sont d'abord déjà les grands malades mentaux. Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas qu'ils doivent plutôt trouver une orientation nécessaire pour que la paix intérieure puisse se transformer en paix extérieure à partir d'eux-mêmes. Alors, professeur, vous aviez fait allusion dans cette chronique à la spiritualité. J'aimerais bien qu'on essaye de ressortir le lien qui pourrait exister entre la médecine traditionnelle et la spiritualité. Alors, la médecine traditionnelle, bien qu'elle ait quelques velléités d'une médecine pratiquée par des humains, parce que l'être humain n'est pas parfait, si elle est pratiquée selon les règles de l'art, parce que là il faut bien dire la chose, parce qu'on ne fait pas médecine traditionnelle qui veut ou qui peut, mais qui connaît. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des connaissances, parce que le mot connaissance ici prend une dimension occulte, une dimension classique, une dimension globale de ce que nous avons appelé, ou nous avons dit au cours de certaines des émissions, on a essayé d'expliquer qu'est-ce que c'est que la science globale. Parce que la science globale n'est pas le miettement des sciences comme en est question des sciences universitaires. Alors donc, la personne qui pratique de la médecine traditionnelle doit savoir qu'est-ce que c'est que la vie. Parce que en fait, une personne qui vit mal, c'est celle-là qui va se soigner quelque part. Vivre mal n'est pas forcément parce que tu n'as pas mangé. Vivre mal veut dire tu ignores tout ce qu'il faut appliquer comme règle pour que ton bien-être soit quelque chose de gagné. Parfois en ayant des millions à ta disposition pour te soigner avec. Parce que si c'était que l'argent achetait la santé, c'est que des personnes riches ne meurent pas de maladies. Elles rentreraient dans des pharmacies et demandaient les produits des cheveux jusqu'aux orteils, et on lui ferait de l'eau de produits et ces personnes-là allaient boire ces produits pour que ses cheveux n'aient plus de problèmes, la peau n'ait plus de problèmes, les yeux n'aient plus de problèmes. C'est-à-dire il y a toutes les propositions dans ces milieux, mais qui ne sont que des choses nuisibles à la santé. C'est pour cette raison que le riche meurt comme le pauvre, ou autrement dit, le pauvre même meurt bien.
parce qu'il ne meurt pas en regrettant d'avoir vendu ses immeubles pour la cause de ce qu'il a comme douleur de cancer, parce que si tu as un cancer dont les douleurs crient en toi, ça les cellules crient nuit et jour, où tu prends les morphines, ça ne marche pas, c'est-à-dire que tu as besoin de te suicider. Alors, si on te propose un traitement, quel que soit le coût de ce traitement, tu vas le faire. Alors donc, il y a ces problèmes qu'il faut qu'on essaie de revoir, tant du côté traditionnel que classique. Les personnes qui veulent aider les autres doivent être porteurs ou porteuses de connaissances. C'est-à-dire, ces personnes-là doivent faire tout pour avoir de la connaissance. La connaissance s'acquiert, ça ne se donne pas cadeau. La connaissance s'acquiert, ça ne s'achète pas. La connaissance, c'est en quelque sorte la culture générale. Ce n'est pas les diplômes. D'abord, déjà, vous connaissez l'histoire des diplômes. En fin d'année, il y a plein des enfants qui se suicident. Non pour avoir suivi les cours durant toute l'année, donc avoir mis des connaissances dans son cerveau, mais pour n'avoir pas eu les diplômes. Donc en fait, celui-là, il n'allait pas à l'école, il allait chercher les diplômes. Et plein de gens sont comme ça, parce que même au niveau des médias, les gens, on les présente selon leur cursus scolaire, leur diplôme. Bon, et il faut écouter après qu'est-ce qu'ils racontent. Voilà. Alors pour ça, vous avez parlé du respect des règles de l'art. Ça pourrait être quoi, par exemple? Alors, les règles de l'art, je dis qu'il faut respecter la vie. Alors, pour respecter la vie, il faut respecter les lois de la vie. Les lois de la vie sont les lois de la nature. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déplacer les bornes. Alors, les bornes sont pluridimensionnelles. Il y a les bornes internes, qui sont nos cellules. Il faut savoir comment, d'abord, toi-même, le thérapeute traditionnel, comment se comporter face à ce que tu mets dans ton corps en termes d'aliments. Tu dois savoir la portée de l'aliment positif, donc l'oxygène, la portée de l'aliment neutre, l'eau, et la portée de l'aliment négatif, les nutriments. Tu dois le savoir. Ce savoir-là doit être une connaissance plus ou moins parfaite. Parce que tu dois fonctionner sur la base de l'exemple. Si vous êtes un thérapeute traditionnel qui fait des sacrifices des bêtes, c'est bon. Mais il faut savoir à quel moment cela est nécessaire. Parce que il peut arriver qu'on ait vendu quelqu'un, entre guillemets, utilisons le terme terre à terre. Donc on a jeté un sort qui fait en sorte que la personne est condamnée à mourir s'il n'y a pas un sacrifice de sang. Ça dit du sang, ça dit qu'il faut sacrifier une bête. Alors là, c'est comme on sacrifie les feuilles de manioc, les dolets, le riz. Bon, le riz, c'est pas des sacrifices, parce que quand le riz produit, quand les tiges de riz produisent le riz, c'est pour qu'on les consomme. Bon, quand les manguiers produisent les mangues, c'est pour qu'on les consomme. C'est pas des sacrifices. Mais j'entends par sacrifice tout ce qui peut être au-delà de ce qui est prédisposé à l'utilisation de fardeau par l'homme. Donc, par exemple, prendre les œufs de la poule, alors que la poule a besoin de ces œufs-là pour qu'elle ait ses poussins, les utiliser dans des rituels, c'est une manière de sacrifier des vies en gestation. C'est de même comme tu avorterais une dame, une femme, pour des besoins, c'est pas moi quoi. Alors c'est la même chose. Alors de même, si tu es un chat, donc immoler un chat parce qu'on veut obtenir quelque chose, un examen ou c'est pas moi, un mariage et tout, seraient des pratiques malsaines. Mais par contre, s'il faille qu'on fasse un sacrifice pour racheter quelqu'un contre la vie d'un animal, là c'est passable. Bon, mais là ça doit se faire
étant sûr que ce sacrifice que tu fais de l'animal, d'abord tu as demandé l'autorisation à l'animal, c'est-à-dire tu as dialogué avec l'animal et tu lui as dit, c'est comme les matchs de football, c'est passé à une époque quand le championnat du Cameroun était un championnat prisé, où on gagnait, il y avait des champions d'Afrique à partir du Cameroun étalés sur plusieurs années. On pouvait demander à quelqu'un, bon, on veut un sacrifice humain. Bon, au cours d'une réunion, peut-être d'un albinos, l'albinos lui-même il lève le doigt et dit, bon, moi je veux aller comme sacrifice à l'égard du résultat que nous voulons obtenir de mon équipe. Bon, la personne sait bien qu'elle va mourir, mais c'est elle-même qui accepte de mourir. C'est comme les gens qui se sacrifient à aller faire des tests de vaccins sur des choses qu'on n'est même pas sûr que ça va aider des gens. Et puis ils se mettent dans ce jeu, ou bien des médicaments. Donc c'est la même chose. Et dans ce cas, bon, on peut dire que c'est des sacrifices. On a dialogué avec des gens qui ont accepté se porter dans ce genre de registre. Voilà. Mais professeur, si la médecine, je suppose que la médecine, l'une de ses règles ou l'une de ses lois, c'est de sauver la vie et peut-être de la donner. Alors, comment pourrait-on donc expliquer le fait qu'on se retrouve dans une situation où il faille enlever la vie à un être humain pour pouvoir sauver une autre vie? Est-ce que cela, quelque part, n'affaiblit pas ou alors ne montre pas le caractère pas trop clair de la médecine? Alors, en médecine traditionnelle, on ne fait pas la transplantation des organes moyennant de l'argent. On peut le faire parce que la transplantation des organes n'existe pas depuis quelques années. C'est la vieille science. Toute la médecine qu'on pratique là en Europe et tout, ça part de l'Égypte. Les premières opérations chirurgicales se sont passées en Égypte, au-delà même des opérations que les Noirs utilisent souvent dans leur registre, sans toutefois avoir besoin de l'anesthésie. On est allé jusqu'à ouvrir les crânes, et sans que les personnes qu'on ait fait ces chirurgies-là ont des problèmes par la suite. Bon, là, on pourra apporter des éléments de réponse à ceux qui doutent de ça, en essayant de voir des vidéo qui l'explique très bien. Alors, mais pourtant, la médecine en Occident, d'abord, les masques respiratoires, les instruments, les appareils respiratoires, à un certain âge, on ne les donne pas, on ne donne pas la chance aux vieilles personnes. Ouais, c'est-à-dire quand tu as atteint un certain âge et que tu arrives à l'hôpital, que les difficultés respiratoires arrivent, on ne tente même pas t'aider. On te laisse mourir. Mais là, tu n'as pas le droit de sortir de là pour aller te soigner en médecine alternative. Parce que là, c'est favoriser la concurrence. Ils se sont accaparés des malades. Ils sont devenus des propriétaires des malades, ces gens-là. Et c'est eux qui ont le dernier mot, et c'est eux qui savent tout. Alors, mais seulement que le gros sacrifice commence d'abord par là, et l'être humain n'est pas traité dans les bonnes conditions parce que il faut privilégier ceci, privilégier cela. Là, ces sacrifices, si ça se passe que peut-être qu'on veut privilégier un jeune qui n'a pas assez de possibilités pour tout le monde et qu'il faille s'occuper d'abord des jeunes et laisser les vieilles personnes mourir du fait que leur âge n'est plus nécessaire qu'on leur place des appareils. Voilà. Là, c'est un genre de sacrifice. Mais l'autre sacrifice qui a que des lois sortent dans certains pays où on dit ceci. Lorsque tu entres à l'hôpital, si tu n'as pas un document autorisant à toi ou à ta famille de récupérer ton corps, alors ce corps-là devient la propriété de l'hôpital là. Comme pour dire peut-être la propriété de l'État, je ne sais pas moi. Donc, si on a besoin de vendre les organes, peut-être un grand industriel a des problèmes de dialyse, ses reins, les néphrons sont bouchés, et ça peut déboucher à la mort à tout moment. Alors toi, tu es à l'hôpital, il y a de l'argent,
on prend ton organe, on place là-bas, tu restes mourir. Parce qu'on ne prend jamais les organes des personnes qui sont mortes, seulement les organes des vivants. La transplantation des organes ne se fait pas avec des cadavres. Sinon, il y aurait des pièces détachées dans la morgue en surnombre, parce qu'il y a quand même les morgues. Bon, donc tout ce genre de sacrifices, c'est des sacrifices, on peut dire, malhonnêtes, malveillants et tout. Bon, alors si c'en est le cas, en médecine traditionnelle, les sacrifices peuvent être aussi du genre, parce que, et si nous entrons dans le domaine de l'occulte proprement parlant, où quelqu'un peut voler le cœur de quelqu'un d'autre pour le placer chez un malade, dans un environnement où vous êtes couché là, vous mourrez, l'autre vie. Donc c'est des vieilles sciences qui existent depuis, sauf que ici, la pratique s'est faite dans le monde occulte, où les choses sont moins tangibles et on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Alors on va proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de la chronique et puis on revient pour la suite de l'émission. La métaphysique du discernement. Pour parvenir à la réalisation de son sanctuaire intérieur, ce que nous avons baptisé la cathédrale de son âme, il nous revient de comprendre et maîtriser le fonctionnement de ces différents corps ci-dessus cités. Corps physique, astral et mental. Autrement dit, savoir se doter de 4 qualités requises pour préparer son entrée dans le chantier. Le discernement, l'absence de désir, la bonne conduite et l'amour. Voyons ce que nous propose à nouveau Krishnamurti par rapport à son contact avec le maître sur chacun de ses qualités, en commençant par le discernement. Il ne s'agit pas d'une opération de l'esprit par laquelle on distingue des objets de pensée, du genre le discernement des nuances comme étant une simple distinction, mais bien plus une capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. C'est ce qui fait dire souvent agir avec discernement ou avoir le bon sens dans son jugement. Mais du point de vue métaphysique, en règle générale, à ce mot, on va dans le sens de la distinction entre le réel et l'irréel. Il s'agit de voir la chose dans le sens de l'évolution, car le chantier dont il est question ici est la piste que l'homme doit emprunter pour son évolution, celle qui le conduit à la divinité. Étant donné que le discernement est la pièce maîtresse à cette évolution, il est donc bien plus encore qu'un simple aspect de bon sens. Le maître dit, cette qualité doit être pratiquée non seulement au début du sentier, mais à chaque pas, chaque jour jusqu'à la fin. Tu entres dans le sentier parce que tu as appris que dans le sentier seulement, on peut trouver ces choses qui sont dignes d'être obtenues. Les gens qui ne savent pas l'importance de cette qualité travaillent pour acquérir richesse et pouvoir, mais ignorent que ces choses ne durent tout au plus qu'une seule vie et par cela même sont fictives. Il existe de plus grandes choses, des choses qui sont réelles et durables. Une fois que tu les as entrevues, tu ne désires plus rien. Tâche de voir ce qui vaut la peine d'être fait. Souviens-toi que tu ne dois pas juger une chose par sa grandeur. Une petite chose qui est directement utile au travail du maître a beaucoup plus de valeur qu'une grande chose que le monde appelle bonne. Tu dois distinguer non seulement l'utile de l'inutile, mais aussi ce qui est plus utile de ce qui l'est moins. Nourrir les pauvres est une tâche bonne, noble et utile. Mais nourrir les âmes est plus noble et plus utile que de nourrir leur corps. N'importe quelle personne riche peut nourrir le corps. Seuls ceux qui savent peuvent nourrir l'âme. Si tu sais, il est de ton devoir d'aider les autres à acquérir la connaissance.
Entre le bien et le mal, la métaphysique ou l'occultisme n'admet pas de compromis. Il faut à n'importe quel prix faire ce qui est bien. Tu ne dois pas faire ce qui est mal, quoi qu'en dise ou en pense l'ignorant. Étudie profondément les lois cachées de la nature. Quand tu les connaîtras, organise ta vie conformément à ces lois, faisant toujours usage de la raison et du bon sens. Tu dois discerner entre l'important et le futile. Ferme comme un roc là où le bien et le mal sont en jeu. Cède ton tour à d'autres lorsqu'il s'agit de choses sans importance, car tu dois toujours être gentil et bon, raisonnable et accommodant, laissant aux autres la même liberté que tu souhaites pour toi-même. Je vais vous parler ce soir du discernement, et puisque on parle de la médecine traditionnelle. Tout à l'heure, lors de la première partie de la chronique, vous nous aviez dit que un bon, je vais dire praticien, un bon naturopathe, je sais pas trop, bref, quelqu'un qui exerce la médecine traditionnelle devrait être cette personne-là qui connaît et qui le fait dans le respect des règles de l'art. Mais on constate de plus en plus que ce qui se passe dehors, c'est des écorces, des poudres, des décoctions que l'on passe du temps à vendre, mettant ainsi en cause la loi de la nature qui voudrait qu'on respecte chaque être vivant. Alors, pour nous, population, personne lambda, comment pouvons-nous donc discerner dans ce méli-mélo le bon grain du mauvais? Le discernement, je l'ai dit la dernière fois, dépend du sérieux aussi de la personne qui va se traiter quelque part. Parce que les êtres humains ne sont pas des caniches devant un vétérinaire. C'est-à-dire que le malade ne doit pas se comporter comme un chiot qu'on amène chez le vétérinaire lorsqu'il est devant son médecin ou son thérapeute ou la personne choisie pour sa maladie, pour ses problèmes de santé. On doit poser des questions. On doit écouter ce que la personne donne comme réponse. Et à chaque fois qu'on est avec cette personne, on repose davantage les questions. Parce que le mensonge n'a pas les longues jambes. Le jour qu'on vous dit une chose, comme ceci ou comme cela, l'autre jour qu'on aura dit autre chose, vous aurez la possibilité de savoir que ce traitement, j'en ai peut-être pour un mois. Bon, je dois avoir un suivi. J'y viens tout le temps, peut-être une fois par semaine. Alors maintenant, ce que le mec raconte, ça ne se comprend pas parce que ce qu'il m'a dit au début, c'est pas ce qu'il me dit maintenant. Alors, donc, il y a un problème. C'est-à-dire que les gens, dans cette chronique, on a dit il ne faut pas laisser la responsabilité de son corps entre les mains de quelqu'un. Parce que tout le temps, de tout temps, nous disons au cours de cette émission qu'entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Alors ça veut dire que le malade est partout. Il est à l'hôpital. Lorsque le médecin meurt, il accuse le malade que c'est eux qui l'ont contaminé une maladie. Bon, lorsque le malade lui meurt, on accuse, c'est pas moi quoi. L'homme lui-même ne fait jamais rien qui soit mauvais. Tout est bon. C'est seulement les autres. Alors, donc, il faut que lorsqu'on est devant une situation, qu'on sache si c'est un commerçant ou c'est un thérapeute. Il n'y a pas de thérapie de nos jours qui soit gratuite. C'est compliqué, c'est difficile. Parce que nous ne sommes plus à l'époque où les gens ne louaient pas les maisons, ne payaient pas l'électricité, encore que Enoyo a quadruplé ses factures d'électricité à l'absence des négociations, je ne sais pas, avec l'État ou bien avec les consommateurs. Tu peux te retrouver avec un téléphone portable qui fait des kilowatts, alors qu'avant, tu pouvais brancher 10 radios. Tu n'avais pas de problème de courant.
Donc on est surpris parfois à payer l'électricité, à faire ceci, et qu'il faut quelqu'un qui paye ces factures-là. Parce que lorsque tu es sur place, tu reçois les gens, tu es obligé de monnayer le service. Mais en réalité, le monnayage du service a un autre côté, celui du sacrifice à payer. C'est-à-dire chaque personne qui a négligé son corps et qui à un moment donné, il faut qu'il y ait de réparation, doit se dire que ce n'est pas quelqu'un qui va payer les pots que tu auras cassés. Si tu casses les pots, tu les payes. Bon, je me résume dans cette question en disant ceci. Écoutez ceux qui vous reçoivent, que ce soit les médecins, que ce soit les tradipraticiens, que ce soit les naturopathes, que ce soit n'importe quel thérapeute qui fait dans le social et qui voudrait bien aider les gens. Ce dernier doit aussi se mettre dans la peau du malade en sachant que la personne n'est pas venue lui donner l'argent en cadeau. Elle est venue lui donner l'argent parce que la personne a espoir que quelque chose peut changer dans sa vie. Bon, mais maintenant, il faut aussi que le malade que vous êtes, vous sachiez qu'il y a plusieurs façons de soigner. Il y a des gens qui font dans le coaching, c'est-à-dire ils accompagnent les malades vers la guérison, et il y en a qui font dans la commercialisation de leur science ou bien de leur recherche. Bon, quand bien même d'aucuns ne font aucune recherche, parce que il suffit que soit il a lu, comme le net est là maintenant, les gens font n'importe quoi pour dire n'importe quoi, pour essayer d'avoir des vues, alors ils disent n'importe quoi. Et c'est ce qui a fait que les premières personnes qui se sont mises à soigner les gens à partir des plantes médicinales, lorsqu'on a parlé de cette pandémie qui est d'hier, certaines de ces potions ne donnaient rien. Les personnes étaient obligées de se retrouver en urgence encore à l'hôpital et puis les médecins sont venus se vanter comme si ils proposaient même quelque chose. Donc on est dans un environnement où il faut que chaque personne soit sérieuse. Il faut que le thérapeute soit sérieux et il faut que le malade soit aussi sérieux. Il ne faut pas que tu penses que tu peux acheter la santé parce que tu as ton argent. Ah non. Il ne faut pas aussi que tu oublies que tu as fait des choses que ton corps est en train de te réclamer un peu de sacrifice. Le sacrifice n'est pas seulement l'argent que tu as donné, mais le sacrifice peut être aussi le fait de ne plus boire de la bière, les sucreries, manger du n'importe quoi, pour essayer de donner une chance à ton organisme de tirer de ton alimentation ce dont il a besoin. Alors là, nous sommes dans la diététique traditionnelle, parce que la diététique traditionnelle est différente de ce que font les nutritionnistes, où ils cherchent seulement à avoir, et parler seulement de l'équilibre alimentaire, sans savoir quel genre d'ingrédients on met dans ce registre d'équilibre alimentaire. Non, on mange pour vivre. Donc on doit manger la vie. On ne mange pas, on ne vit pas pour manger. Donc de ce fait, il faut absolument faire des efforts, soit le thérapeute que tu es, à conseiller des choses qui sont porteurs de vie au malade, et que le malade lui-même il fasse des recherches pour savoir que si tu as mangé des aliments usinés qui ont provoqué les cancers avec les médicaments en surplus, arrête tout ça, parce que quand tu vas affamer les cellules malignes qui sont les cellules cancérogènes, c'est en ce temps-là que ces cellules-là vont mourir. C'est avec la mort de ces cellules-là que tu pourras guérir du cancer. Ce n'est pas en entretenant ces cellules davantage avec des objets ou des nutriments ou des choses qui ont donné la chance à elles d'exister dans le corps du malade ou dans ton corps. Voilà. François, la dernière fois, on avait essayé de faire un tour dans ce qui constituerait la médecine traditionnelle. Vous avez parlé tout à l'heure de diététique traditionnelle qui voudrait qu'on sache
quoi manger pour pouvoir entretenir la vie qui est en nous. Mais j'aimerais bien savoir, la médecine conventionnelle propose des vaccins par exemple. Est-ce que c'est le cas dans la médecine traditionnelle? La médecine traditionnelle vaccine. Le vaccin est né de la médecine traditionnelle, c'est pas né c'est la copie d'une médecine empirique, mais disons modernisée, ou bien la médecine des hôpitaux, c'est la médecine empirique mais modernisée. C'est pourquoi j'appelle ça la médecine moderne, parce que des choses empiriques. Parmi ces choses, lorsque tu as une fièvre chronique, entre guillemets, j'entends par chronique, c'est-à-dire le genre de choses, paludisme, grippe, c'est vraiment quoi, on met le nom d'un agent pathogène, coronavirus. Bon, lorsque la même fièvre va à l'hôpital, par exemple, si c'est le plasmodium en ce qui concerne le paludisme, lorsque vous trimballez le paludisme plusieurs fois à l'hôpital, ça ne marche pas. Bon, pourtant vous avez vos paracétamol et tout, mais plutôt ça va de mal en pire. Alors quelqu'un peut vous conseiller d'aller voir un thérapeute traditionnel. Alors celui-là, il va faire la voyance. S'il est véridique, ça peut être que ce qu'il dit est vrai dans le sens à dire que c'est le voisin. Mais s'il n'est pas le véridique, lui, il va savoir qu'à l'hôpital, on t'a dit que ton voisin, qui était le moustique, qui était dans le caniveau, il quitte le caniveau, au lieu de dormir tranquillement les nuits et même le jour, il vient s'abreuver de ton sang. Alors donc, c'est ça l'empirisme. C'est-à-dire que l'agent pathogène est trouvé d'emblée. Soit c'est le voisin, un être vivant, un être humain normal, dans le sens d'un monsieur, d'une dame ou quoi. Soit le voisin, un être vivant, mais d'un autre genre. Ah, c'est ça. Parce que en médecine traditionnelle, ces genres d'agents pathogènes n'existent pas. C'est-à-dire, si on te dit que ton voisin t'embête, c'est que c'est vrai. Parce que ça va se passer par des possibilités de piéger même le voisin, jusqu'à lui-même il vient reconnaître que oui, j'ai embêté ce monsieur, je faisais telle pratique. En médecine officielle, on va piéger le moustique comment? On va raconter les histoires d'incubation, de ceci, de cela, du moustique, et puis les moustiques vont mordre les gens comme moi. 100 ans, je n'aurai jamais de paludisme. Ils vont mordre les gens dans un environnement où le monsieur, qui lui, il a des connaissances de médecine traditionnelle, personne dans sa maison n'aura le paludisme. Mais pourtant, les voisins et même les gens qui viennent dormir là, partant de chez eux avec le palud, et le chez toi ayant les moustiques, et vous dormant sans moustiquaire, vous n'aurez jamais de contamination. Parce qu'en réalité, c'est des accusations gratuites du moment où le moustique n'est qu'un vecteur de transmission. Comme pour poser la question, qui a donné le palud à qui pour la première fois, afin que le moustique prenne pour aller donner à X, à Y dans l'entourage. Donc il y a des situations qu'il faut absolument que les gens réfléchissent. Je ne sais pas si je n'ai pas perdu le nom de ta question, tu pourras bien... Alors je reviens dessus effectivement. Vous avez dit que la vaccination relève de la médecine traditionnelle. Alors comment est-ce que ça se passe ou alors ça se passait? Alors, la vaccination de la médecine traditionnelle était contre des maladies occultes, c'est-à-dire ce qu'on a appelé vulgairement le blindage. Bon, c'est-à-dire que si le malade que vous êtes avait un paludisme chronique et que c'est vérifié, c'est établi, c'est prouvé que c'est le voisin, on va vous faire une pratique qui peut passer par la classification et mélanger un certain nombre de choses et écraser le tout après l'avoir mis ça dans un environnement où on obtiendra une poudre. Et c'est cette poudre-là qui va entrer dans ton sang pour te blinder. Alors là, la personne qui continue à faire ces pratiques peut mourir si elle persiste à vouloir te tuer.
Donc ça va provoquer un choc en retour. Ça, c'est des choses vérifiées. Bon, d'autre part, n'en déplaise à ceux qui disent qu'ils connaissent tellement de la science, ils sont exposés à ces choses-là parce que ce n'est pas le doute qui va changer quelque chose. C'est pour cette raison que les églises de réveil ont plus du client. Le clientélisme du monde occulte va dans le sens que les gens parlaient dans mon ventre, les gens disent comme ça des choses dans moi, alors qu'un esprit ne peut pas exister dans le corps d'un être humain au point à parler. Bon, mais là, c'est un autre débat, on verra bien comment décrypter cette histoire. Bon, donc, ce blindage, ça va aller dans ce sens. On peut aussi faire le blindage contre les morsures de serpent. Alors, donc, si un serpent vous voit, il fuit complètement, il fuit carrément. Mais si même quand bien même il te mord, il n'y a pas de problème. Par contre, dans la vaccination, si on te vaccine de la rougeole et que par ricochet, la rougeole t'attaque, alors là, malgré que tu sois vacciné, du fait que tu as eu le vaccin et que tu as finalement été attaqué par la rougeole, alors c'est le trépas. Là, vous pouvez facilement mourir. Bon. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, si un serpent te mord alors que tu as été blindé contre le serpent, rien n'en sort. Vous n'avez pas besoin d'aller en une intervention quelque part donnée. Alors pour ça, vous entendre parler, on a l'impression qu'à chaque situation de la vie, un blindage. Est-ce qu'il n'y aurait pas, je vais dire, un blindage qui vous protégerait de façon totale des choses de la vie ou je ne sais pas quoi? Parce que vous parlez de morsures de serpents, vous parlez des attaques occultes. On dirait qu'à chaque situation, il faut avoir un blindage. On ne peut pas avoir un blindage pour avoir mal mangé. Oui. Et avoir un problème de reflux, de remontée gastrique, au point à boire des médicaments. Et finalement, on se retrouve avec une ulcère d'estomac ou quoi, c'est pas moi. On n'aura jamais des blindages sur des choses comme ça. Parce que pour ce qui est des maladies courantes classiques, le vrai blindage pour se prémunir contre ces maladies, c'est le mode de vie. C'est-à-dire observer un mode de vie. Où je parlais là, en toisant les gens d'un doigt, 3 doigts me regardent. Observer un mode de vie qui fait en sorte que ton tube digestif ne puisse être encombré. Parce que lorsque le côlon est encombré, tu peux développer n'importe quelle maladie. Et là, c'est aucun blindage qu'il faut s'attendre à ça pour que quelque chose marche. Donc, il n'y a pas de blindage à vie ou de blindage pour tout et en tout. Parce que moi, je m'en moque quand j'entends parler de la vaccination. Prenons le cas de l'Europe. Ils ont des grippes à chaque année ou tous les 2 ans. Ils ont une grippe. Et chaque grippe est précédée d'un vaccin. Et ces vaccins-là, on les fait à la va-vite. Alors, les gens vaccinés développent une autre grippe plus compliquée la prochaine fois. Plus que les gens qui n'ont pas été vaccinés. Alors donc, ça prédispose plutôt à l'affaiblissement du système organique, du système fonctionnel. Par contre, si on veut vacciner les gens à vie, on doit leur donner de l'éducation sur la manière de respecter les lois de la nature, la manière de se comporter du point de vue alimentaire. On ne leur donne plus des produits alimentaires artificiels. Le coq et la poule doivent faire des œufs parce qu'ils doivent être ensemble pour que les œufs sortent. Mais on va faire l'œuf qui sort de nulle part, donc un œuf diabolique, et mettre ça à la disposition de gens qui ont peur du diable. Bon, pour qu'ils en mangent. Alors cet œuf-là, et la manière de préparer et tout, est cancérogène, parce que même quand il faut prendre l'œuf nature, c'est-à-dire l'œuf de la poule qui a été en contact avec le coq, il y a la manière de cuisiner l'œuf. Alors tout cela, il faut que les gens soient au courant de ce qu'ils veulent faire de leur vie, ou qu'ils soient capables de comprendre
ce que leur propose X ou Y lorsqu'ils ont des problèmes dans la vie. Ou ceux qui proposent des choses aux gens. Parce que un médecin, il va se faire soigner en Europe. Longtemps avant, quand quelqu'un tombe malade directement, quand il est médecin, on l'amène gratuitement. Ils étaient pris en charge gratuitement. Pour l'Europe. Pour que les malades ne le voient pas lui-même coucher en train de prendre des perfusions. En fait, il n'y avait pas de perfusion à l'époque, mais coucher quand même, il ne fallait pas. Aujourd'hui, on sait bien que voilà tel qui était directeur de tel hôpital, la Quintini, machin, le voilà qui est en train de mourir à l'hôpital général. Hein, la nouvelle vient et puis on fait les faire-part pour les obsèques, mort de suite d'une maladie, machin, comme si c'est une publicité. Hein, c'est pas normal. Alors, pardon, alors professeur, vous nous aviez parlé déjà de la diététique traditionnelle, du vaccin. On a parlé également des urgences. J'aimerais savoir, dans la médecine moderne, on a des opérations, voilà, on opère des personnes. Est-ce que c'est le cas en médecine traditionnelle? Est-ce qu'il peut arriver qu'en médecine traditionnelle, on arrive avec quelqu'un qui est malade et puis il fasse qu'on fasse une opération? De nos jours, non. Mais avant, c'était possible. Avant, c'est possible. Je dis, je vais le prouver une fois qu'on aura la chance de tomber sur les vidéos qui sont à ma disposition, parce que ces vidéos-là, parfois, tu les cherches, tu ne les vois plus. Soit le virus a tout mangé ou quoi. Mais lors d'une chaîne de télévision dont je ne cite pas le nom, il y avait une émission Afrique Santé et que je programmais l'émission, c'est moi qui faisais le conducteur. Alors, on a prouvé par A plus B que la chirurgie est d'abord quelque chose que l'Afrique maîtrisait, parce que la chirurgie africaine n'avait pas besoin d'anesthésie. Parce que l'anesthésie, parfois, c'est quelque chose de très dangereux pour l'après-chirurgie. Il y a certaines personnes qui perdent le contrôle de leurs membres à cause de cette chirurgie-là, c'est-à-dire il a tout le temps des crampes, hein, tout le temps, bon, mais il n'est pas, disons, abattu de façon à ce qu'il ne fait plus rien. Non, mais ces crampes-là sont arrivées après l'anesthésie. Bon, donc avant on faisait des chirurgies. De nos jours, il est conseillé, lorsque tu fais dans la thérapie, quelle que soit la thérapie, lorsqu'il s'agit d'un cas d'urgence, il faut aller à l'hôpital. Parce que les outils, les dispositions, tout ce qui est fait aujourd'hui de meilleur dans le cadre des thérapies, tous azimuts, seule la médecine des hôpitaux possède les meilleurs moyens d'urgence. Alors, mais là, il y a les fausses urgences et les vraies urgences. Bon, les fausses urgences, ça veut dire que quelqu'un, il arrive à l'urgence même, je ne sais pas comment commencer, on le renvoie au quartier en disant on va attendre. Et pourtant, en médecine traditionnelle, on t'aurait accueilli et puis ça aurait été facile. Donc, tout cela, on interpelle, on attire l'attention des thérapeutes de la médecine traditionnelle que quand quelque chose se passe que tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire, il faut laisser à ce que la personne continue ailleurs. Voilà, parce que là, tu lui donnes plus de chance. Parce qu'en fait, le but du thérapeute, c'est d'apporter de la chance aux malades. Ce n'est pas de discuter les malades, ce n'est pas le fait de vouloir confisquer les malades, parce que là, c'est un acte immoral. Le serment d'Hippocrate, c'est la morale et l'honneur, en principe. Voilà. Alors, professeur, de plus en plus, on parle d'une faculté de médecine traditionnelle au Cameroun. On parle même de faire un programme qui devrait être inséré dans les enseignements à l'université. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette mouvance-là qu'il y a autour de la médecine traditionnelle, on peut espérer retrouver, par exemple, les urgences qu'on avait à une époque, qui aujourd'hui ne sont pas toujours là, ou alors, du moins, retrouver toutes les composantes de la médecine traditionnelle? Le problème de la médecine traditionnelle, c'est un problème
qui va se résoudre par les forces de la nature, mais pas par l'envie de voir la médecine traditionnelle se retrouver avec, redorer son blason avec le système actuel. Parce que pendant Covid là, j'ai suivi plusieurs interventions de certaines personnes ciblées, soit par des amis, parce que les journalistes invitent leurs amis, soit tu te positionnes à un niveau où le journaliste voit, ah mais toi tu fais dans telle chose, non, viens. Bon, alors j'ai suivi des gens dire des choses. On a l'impression qu'on doit faire dans le modèle de l'Occident. Et quel genre d'Occident? L'Occident matérialiste, l'Occident artificialiste. C'est-à-dire que, je dis et je répète, que la médecine naturelle ou la médecine traditionnelle, c'est la même chose. C'est pourquoi on dit près de 80% de la population mondiale se soigne de la médecine traditionnelle, donc de la médecine naturelle. Parce qu'on entend par médecine traditionnelle, ce n'est pas la médecine communautaire, c'est-à-dire la médecine des Bassa, des Bamléké, des Orondo, tout, où les gens dans leur communauté ont bricolé un truc, un système qui n'est pas de nature à coller avec les gens d'une autre région. L'utilisation des plantes ne serait que quelque chose qui obéit à la pharmacopée traditionnelle d'une région, du monde. Ça peut être la pharmacopée traditionnelle de l'Europe, parce qu'eux aussi ils utilisent les plantes, ils appellent ça la phytothérapie, et tout, l'herboristerie, et tout cela depuis des millénaires. Et ils font des champs où ils cultivent autant d'herbes possibles pour l'utilisation, les pissenlits, les cressons, tout cela, et ils font des séchages pour mettre ça dans les sachets et vendre. Ils font des gélules et tout. Tout cela, ça entre dans le cadre d'utilisation des ingrédients qui sortent de la nature. Là, ça fait partie de la pharmacopée. Et là, on obtient ce qu'on appelle, l'OMS appelle le produit amélioré, parce que peut-être qu'il y a les gélules à l'intérieur d'un flacon, ça fait beau, et on peut voyager avec, que de voyager peut-être avec 10 litres de liquide pour pouvoir soigner son mal de tête ou bien, c'est pas moi, ses problèmes d'estomac. Là, c'est le début même d'une médecine qui arrive dans le monde avec le XVIIe siècle. C'est-à-dire comment prendre les produits d'un coin du monde vers un autre. Parce que les quinquennats et tout cela, quand ça vient de l'Asie, ça se retrouve en Europe par le biais des prêtres jésuites pour combattre la malaria, parce que on appelait ça la maladie des marais, en Italie par exemple. Bon, donc, tout cela, c'est la bagarre de la recherche de bien-être par les raccourcis. Par contre, je dis et je répète, si on est sélectif dans son mode de vie, on respire normalement parce qu'on est éduqué à savoir comment on respire, donc là on y met du sport un peu. Bon, on boit de l'eau régulièrement en très grande quantité et en quantité suffisante pour la journée. Et puis on ne mange pas des choses qui nuisent et on ne multiplie pas les repas, où on a 3 repas par jour parce qu'on boit les médicaments ou quoi, c'est pas moi, et on prend cette habitude, même quand il n'y a pas les médicaments, et on a toujours ces 3 repas, à un moment donné, et il y a saturation. Et puis, quand il y a saturation, il n'y a plus de réponse du bien-être dans l'individu qui se met dans cette pratique. Et là, je ne crois pas que avec l'éclosion de la déforestation en Afrique, la pharmacopée africaine va continuer à survivre. Il faut commencer à réfléchir maintenant, parce que certaines plantes rares qui avaient des portées thérapeutiques extraordinaires sont en train de devenir rares de plus en plus. Et puis il y a d'autres plantes qu'on a tuées à force de les enlever les écorces jusqu'aux racines, jusqu'au fait, ces plantes-là sont mortes.
on n'a pas pu les replanter parce qu'il y a d'autres plantes que c'est difficile de savoir même comment les replanter. Si tu n'es pas botaniste, par exemple. D'accord. Donc on va tout de suite prendre la réflexion et on revient juste après pour continuer avec vous. Bonjour Albert Jacquard. Bonjour. Vous êtes connu pour vos travaux de généticien, mais aussi pour vos combats aux côtés des sans-logis. Vous préférez d'ailleurs qu'on vous présente comme un professeur d'humanistique, dites-vous joliment. C'est un très joli mot. Alors si le plus grand défi à relever pour nous tous était celui de notre conception de l'homme moderne, de la manière dont nous le définissons, en quoi Albert Jacquard, nos façons de faire, de penser, malmènent-elles ce que nous sommes profondément? Oui, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un être humain. Alors évidemment, c'est un objet, c'est un être vivant, mais ce qu'il a de particulier, c'est pas la vie, elle est répandue un peu partout. Par contre, ce qui est étrange, c'est notre capacité à nous savoir être. Non seulement nous sommes, mais nous savons être. Autrement dit, Hamlet a tort, l'important, ça n'est pas d'être, c'est de se savoir être. Ce savoir-être, ça dépend de nous, et on est capable, chacun, de devenir quelqu'un qui sera une personne, alors que la nature avait fabriqué seulement un individu qui était un objet, qui était soumis et qui au fond n'avait pas de projet. Nous avons des projets. C'est même extraordinaire de penser que nous avons inventé le concept de demain, puisque demain n'existe pas. Eh bien, actuellement, il me semble qu'on est en train de s'enfoncer dans une vision de l'homme qui est une vision, à mon avis, totalement fausse et en tout cas catastrophique, qui fait croire à chacun qu'il doit l'emporter sur les autres. Et on a une humanité, peu à peu, que l'on construit, une humanité du défi, de la lutte. Et beaucoup de gens sont persuadés que vivre, c'est lutter contre les autres. Alors que cette lutte, on sait d'avance qu'elle sera perdue en fin de course, et il faut absolument se rendre compte que on perd son temps quand on ne sait pas rencontrer l'autre. Si bien que j'ai même un projet pour le système éducatif. Quelle est la finalité du système éducatif? Ça n'est pas de permettre à chacun de trouver une place, c'est de permettre à chacun de rencontrer les autres. Et ce que l'on apprend à l'école, c'est justement l'art de la rencontre. À partir du moment où on est capable d'écouter l'autre, de lui transmettre ce que l'on est, de comprendre ce qu'il est, alors on devient quelqu'un d'autre. Sinon, on est constamment stérile. Mais qu'est-ce qui, selon vous, actuellement est à l'œuvre et qu'est-ce qui rompt justement avec l'essence même de ce que nous sommes? C'est quoi? C'est la logique comptable? Moi, je crois que c'est le système économique qu'on est en train de développer, le système de la lutte en permanence. Il faut que je l'emporte sur l'autre, il faut que je sois premier, il faut que je sois compétitif. C'est absurde, parce que ça n'aboutit qu'à des catastrophes, c'est ce qu'on est en train de vérifier, et je me demande pourquoi on s'y maintient quand même. Oser dire à un enfant, j'espère que tu seras premier, mais je pense que c'est un crime. D'abord, c'est une stupidité, parce que la notion de palmarès n'a aucun sens. Il n'y a que des différences, il n'y a pas de hiérarchie. Et surtout, ça va amener chaque enfant à lutter prétendument pour se faire, mais avant tout avec comme objectif de l'emporter sur l'autre. C'est ça qu'il faut complètement stopper. On peut très bien s'apercevoir qu'une société pourrait être construite sans compétition. Mais pourquoi Alors professeur, vous nous proposez une vidéo d'Albert Jacquard qui revient sur ce que c'est que l'homme. Et on se rappelle que dans la première partie de la chronique, effectivement, vous avez fait allusion aux différentes questions que vous posez toujours. Nous devons savoir qui nous sommes, où est-ce que nous allons et pourquoi nous sommes sur la terre. J'aimerais bien qu'on essaye de faire le rapport entre ces questions-là de ce que c'est que l'homme, ce que nous sommes censés faire sur terre et la médecine traditionnelle. Bon, alors, les grandes questions, c'est que nous naissons. Pourquoi? Pourquoi la naissance? Pourquoi l'existence? Parce que la vie, elle est avant la naissance. La preuve, on est dans le ventre déjà. On a déjà une partie de la vie dans le ventre et qu'on partage avec la maman. Et maintenant, il y a derrière ça l'arrivée sur la terre
dans le sens qu'on est dans une famille, on a un père, on a une mère, qu'elle soit vivante ou décédée, on est passé par ces deux personnes quand même. Et puis, maintenant, où est-ce qu'on était, on vient d'où? Est-ce que nous venons d'être créés pour les créationnistes ou pour les évolutionnistes? Nous sortons de quelque part, mais nous sortons d'où? Alors donc, c'est pourquoi il faut l'initiation. Parce que des initiés sont capables de savoir que j'ai fait tel nombre de vies antérieures. C'est vrai, ils ne sont pas capables de savoir toute leur vie antérieure, mais peuvent bien savoir un certain nombre de leur vie antérieure par le biais du fait d'un travail porté sur le karma. Alors ce travail-là permet donc de savoir que au cours d'une vie antérieure, j'étais au Gabon. Alors ça fait quoi? Ça fait que tu quittes le Cameroun par exemple, tu pars au Gabon. Tu te retrouves à l'endroit où tu vivais au Gabon. Tu es accueilli. Tu n'es pas accueilli parce que les gens de cet endroit-là te reconnaissent comme ayant vécu avec eux, mais tu as de l'hospitalité plus encore. Et puis tu sens des vibrations de cet endroit comme si tu dois venir y habiter encore. En fait, il y a des critères qui te mettent à l'aise de manière à ce que tu as besoin de t'y remettre. Mais ça dépend aussi des circonstances. Si tu as été tué à cet endroit, par exemple, tu as été assassiné, tu seras irrité de te retrouver à cet endroit. C'est-à-dire que tu peux bien être partout au Gabon, mais lorsque tu es dans cet endroit, tu as la chair de poule. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui veut t'arriver à cet endroit-là. Bon, donc, c'est là qu'on commence à percevoir son passé, son véritable passé. Maintenant, au cours de cette vie, on pose des actes. Dans les actes, d'aucuns appellent ça la vie, disent la vie est un choix. Bon, donc on choisit à faire certaines choses, bien ou mauvaises. Et ça nous accompagne. Ça nous accompagne vers des maladies, comme à titre de compensation négative. Ça nous accompagne vers le bien-être comme étant à titre de compensation positive. Alors tout cela, tout ce qui nous accompagne là, nous accompagne comme ça. Pourquoi? Parce que le passé revient au présent. C'est-à-dire l'incarnation que vous avez, la série d'incarnations que vous avez eues au cours de cette vie, il y a les répercussions de ces passés. Tout comme il y a les répercussions au cours de ton évolution de 7 ans durant ton existence. Si tu as été mal allaité par ta mère, cela te retrouvera quand tu deviens adolescent. Si tu as mal mangé au cours de l'adolescence, tu as bu tout, tu as fait tout, par exemple les filles qui ont avorté, qui ont utilisé des décapants et tout, ça te retrouve à partir de tes 45 ans, 50 ans, c'est-à-dire tu es complètement déconfiguré, avec une peau crachée et tout, c'est-à-dire toi-même tu as honte de t'émirer, sauf si tu as le toupet d'avoir un regard toujours bien à ta personne, simplement parce que tu ne mets jamais en cause tes erreurs. Voilà. Mais tu restes comme ça, tu dis, j'ai gâté mon corps. Voilà comment, à quoi elle ressemble maintenant. Donc ça c'est les prises, c'est-à-dire c'est le karma au présent, qui part de cette première année d'enfance, cette deuxième année d'adolescence, allant jusqu'au cette troisième année de tes âges jusqu'à 21 ans. Et durant cette période, tu dois être très très
On doit tout faire pour t'emmener à ne pas faire certaines choses. C'est pour cette raison qu'on est le père, le guide. Mais si vous êtes un père que vous-même, vous saoulez l'alcool, vous fumez de la cigarette, vous envoyez l'enfant à la boutique en disant « va m'acheter de la cigarette », quand la personne vient, quand l'enfant vient, moins de 10 ans, tu lui dis « allume la cigarette pour papa ». Et il allume comment? Il doit mettre dans la bouche, tirer. Bon, alors donc là, il y a un problème. D'accord. Alors, on va, bien sûr, si la technique nous le permet, on va prendre le SOS téléspectateur parce qu'on a des messages qui nous viennent. Rappelons que nous ne prenons pas les appels à l'antenne parce qu'en ce moment, il y a des téléspectateurs qui appellent. C'est juste des messages, c'est le SOS téléspectateur. Alors, la première question, je veux savoir si la médecine traditionnelle a sa biologie pour combattre les virus. Alors, la personne qui pose la question n'a rien entendu. Les virus relèvent du domaine du diagnostic. La médecine traditionnelle ne fait pas le diagnostic. C'est pour cette raison que dire à quelqu'un, ou venir dire à la radio, je suis praticien, quand quelqu'un vient avec l'estomac malade, il vient avec le dossier médical, il a fait ses analyses, je lui donne les produits, il boit, je le renvoie à l'hôpital, on contrôle pour voir s'il est guéri ou pas. Ça c'est des vendeurs de poudre qui disent ça. C'est-à-dire ils sont comme des pharmaciens, ils font les poudres pour vendre. La médecine traditionnelle va lire la vie, c'est-à-dire va faire ce qu'on appelle une constatation qui sert d'évaluation de l'état du fonctionnement organique, c'est-à-dire comment, à quel niveau la vie est-elle dégradée. C'est ça le genre de diagnostic qu'on fait en médecine traditionnelle. Là, on n'a pas les problèmes de virus. Le problème de virus relève de la médecine occidentale qui est enseignée pour vendre les médicaments. Parce que le médecin, lorsqu'il t'écoute avec une oreille qui va dans le sens de ce qu'on lui a dit en faculté. C'est ce qu'il connaît, c'est ce qu'il fait. Il ne va pas faire ce qu'il ne connaît pas. Alors, qu'est-ce qu'il sait? Il sait qu'on a dit que lorsque tu as une fièvre qui atteint tel degré de température, soit tu vas faire des examens, soit s'il faille qu'il prescrive quelque chose, il doit utiliser tel médicament. Deux fois quand tu parles, lui il écoute dans le sens du nom à donner à ta maladie qui doit correspondre au flacon du médicament à vendre ou bien aux tablettes à vendre, c'est-à-dire à prescrire. Donc, tu entres à l'hôpital, on ne t'a pas écouté à fond, à peine qu'on a écouté quelques plaintes seulement, allez, on a déjà donné le nom, paludéen, c'est tout, et puis tu sors, tu peux boire le produit qu'on a écrit dessus lorsque tu as le paludisme. Voilà, toi-même tu dis non, le produit là correspond. Donc c'est cela. Si la virologie aujourd'hui voudrait que les virus soient des êtres vivants, en biologie traditionnelle, le corps humain n'a qu'un seul être vivant, la cellule. J'essaie de répondre comme ça à notre cher ami là, parce que peut-être ces petites études d'université l'ont amené à croire que quand on a dit virus, ça veut dire que cela est valable partout. Voilà. Alors, la deuxième question, est-ce que la médecine traditionnelle peut-elle guérir un cancer de foie? Alors, toutes les maladies sont guérissables, mais tous les malades ne peuvent pas guérir. Ne peuvent pas guérir. Toutes les maladies sont guérissables. Il n'y a pas de maladie chronique à dire qu'on ne peut pas la guérir. Du point de vue traditionnel, c'est ça. Bon, moi je dis simplement que quand la dégradation, parce que c'est pour cette raison que je dis on ne fait pas de diagnostic en médecine traditionnelle. Pourquoi? Parce que on doit faire une évaluation de l'état du terrain organique.
c'est-à-dire à quel niveau se trouve la force vitale encore, parce que la vie qui est entrée le jour de la naissance, c'est ça qu'on entretient de long de son existence jusqu'à la mort. Et si on entretient ça mal, on va avoir des perturbations qui seront appelées maladies. Et ces perturbations vont donc être du genre que, selon la médecine, on va donner un nom à ça. En médecine traditionnelle, c'est des perturbations, hein, un dysfonctionnement, disons global. Donc c'est pourquoi on parlait d'une médecine holistique, c'est-à-dire une médecine qui intègre l'homme dans sa globalité, parce que l'homme ne peut pas être une pièce détachée, ne peut pas être un moteur où on va soigner ça en pièces détachées. Lorsque le chirurgien intervient, là c'est une autre paire de manches. Mais lorsque le cardiologue intervient, le rhumatologue intervient, l'entérogastrologue intervient, chacun intervient. C'est des bombes que chacun a portées dans le tube digestif qu'à un moment donné, l'organisme ne peut plus les gérer. Si au moins on se concertait quand il y a un malade, tout se retrouve une fois. Bon, et puis il y a un autre aspect, c'est que tu n'avais pas le rhumatisme les premiers jours, tu avais les problèmes que tu ne digérais pas bien. Tu bois les médicaments, le rhumatisme vient. Alors là, c'est une autre chose encore. Alors, notre téléspectateur voudrait savoir ce qu'il y a lieu de faire lorsque on a des enfants qui ont déjà été vaccinés et quels pourraient être les impacts de ces vaccins-là sur la vie des enfants. Le président américain a trop de difficultés avec la médecine aujourd'hui à cause de son fils qui a développé l'autisme après un vaccin. Ça, j'ai passé cette vidéo à une autre chaîne de télévision au cours d'une émission de santé. Et si bien que n'eût été les lobbies très forts, il devrait mettre en mal certaines pratiques médicales aux États-Unis au cours de son mandat. Bon, malheureusement, parce qu'il avait tout demandé, qu'est-ce qui a finalement rendu son enfant malade, alors qu'avant la vaccination, quelques temps après la vaccination, l'enfant tombe malade, alors qu'avant la vaccination, son enfant n'était jamais malade. Bon, alors donc c'est des choses. On dit d'un côté que le doute doit bénéficier celui qui doute. Donc, si par exemple un produit, un vaccin, un produit, un médicament, tu doutes de ça, ça doit te bénéficier. Mais ce que je disais là maintenant, le système esclavagiste qui utilise les réseaux de ce groupe-là, en imposant aux États les mécanismes, puisque ces États-là sont assujettis par des financiers. Bon, alors donc, il y a un problème. Maintenant, si l'enfant a été vacciné, il faut étudier ces vaccins. Ces vaccins, ça s'étudie. Chaque vaccin a la liste des ingrédients qui composent le vaccin. Au-delà du fait que dans cette liste, lorsque vous êtes sur le net, vous faites attention, vous ne saurez jamais qu'il y a vous ne serez jamais au courant qu'il y a le mercure ou bien il y a le dioxyde d'aluminium. Parce que ça, on retire ça de la liste, mais on sait déjà qu'il y a ça. Alors, on peut donc prendre les autres éléments et fouiller qu'est-ce que c'est. Parce que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que les connaissances ne sont plus confisquées. Bon, celui qui se cultive a la connaissance. Celui qui ne se cultive pas doute de tout et de rien et reste ignare face à des situations où il fallait seulement faire un petit pas. Voilà, pour que tu comprennes. Donc, on peut désintoxiquer quelqu'un qui a eu le vaccin, mais ce n'est pas facile parce que, par exemple, quand l'aluminium monte au niveau du cerveau, ça crée la sclérose en plaques. C'est difficile de désintoxiquer le cerveau jusqu'à ses neurones. Ce sera très difficile parce que là, ce n'est pas des substances biodégradables. Voilà, c'est un peu compliqué, voilà. Bonsoir à vous. Peut-on soigner la hernie ombilicale sans chirurgie? Si c'est au début, sinon on sera obligé de faire opérer. Alors,
Professeur, puisqu'on parle de la hernie ombilicale, vous dites si la maladie est au début, on peut la soigner sans faire recours à la chirurgie. Et si ce n'est pas au début, il faut absolument aller à la chirurgie. Et qu'est-ce que la médecine traditionnelle peut donc apporter dans ce cas-là? Non, mais je dis si c'est au début, mais si ce n'est pas au début, la médecine traditionnelle ça risque d'être très difficile. Ça risque d'être très difficile de tomber sur quelqu'un qui peut le faire. Parce que la réalité est quoi? La réalité est que de nos jours, ceux qui étaient détenteurs de ces connaissances-là, à cause de l'Église particulièrement catholique, parce que c'est la première église en Afrique, particulièrement au Cameroun, qui était dans tous les villages. Il y avait des chapelles dans tous les villages. Il y avait une école primaire qui regroupait plusieurs villages, mais les villages, chaque village avait une chapelle. Et la chapelle, comme on dit, chacun a sa chapelle, consistait à chapelliser les têtes des gens dans le sens que l'homme blanc voulait. Et là, on criait haut et fort que les plantes médicinales sont diaboliques. Moi, je dis des choses que j'ai entendues, que c'était diabolique. Bon, résultat, on provoquait même, du moins, on allait même jusqu'à obliger les gens, les tradithérapeutes de l'époque, de venir donner toutes leurs choses, parce qu'il ne fallait pas que leur thérapie fasse concurrence du moins, c'est-à-dire des centres, comment on appelle, des soins qui étaient... Dans des centres hospitaliers de l'église? Oui, de l'église, ils avaient un petit nom là. Bon, comme quoi tout le monde devrait aller se soigner dans ces milieux. C'est donc une imposition, parce que la médecine qui est aujourd'hui défendue par les Africains en tout lieu a été imposée aux Africains. Ce n'était pas notre médecine avant. Voilà. Mais que professeur, alors nous sommes arrivés déjà au terme de l'émission. Avant, un dernier mot avant de la conclure. Bon, alors le dernier mot, c'est que nous restons dans la pandémie. Et tant que cette pandémie-là ne va pas reculer, nous allons continuer pour donner suffisamment de conseils aux gens. Nous ne sommes pas en train de critiquer, nous ne sommes pas dans la littérature pour parler de l'art, de la critique de l'art littéraire. Nous sommes dans la communication où on doit relater certains faits pour donner de la chance aux peureux de cesser d'avoir peur, hein, de se reconnaître capables d'agir pour leur santé par eux-mêmes, hein, ou alors d'accompagner les gens qui agissent à leur compte pour que cela soit une réussite. Voilà. Vous l'avez suivi, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous avions été ravis de vous savoir nombreux à travers les messages que vous nous avez envoyés. Nous savons que la pluie, parce que vous êtes nombreux à avoir fait des messages selon quoi la pluie a perturbé l'émission, mais rassurez-vous, vous pouvez réécouter votre émission d'ici la fin de la semaine sur YouTube. Et parce que rediffusion, il n'y en a pas, c'est juste uniquement sur YouTube que vous pouvez la réécouter. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain sur la même chaîne et à la même heure pour un autre thème. Bonsoir.